Non, non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Destroy aussi, pourquoi punk Non, pas du tout. C'est uniquement à cause du nom. Alors, comme je suis un peu feignant, à chaque fois je fais ça, donc c'est l'invité qui se présente. Donc, âge, sexe, tendance, consommation de produits À ce stupéfiants. niveau-là, tout est classique. Apparemment, je suis un homme. Ouais, je vais sur mes 47 ans. J'ai commencé le jeu vidéo, j'avais 12 ans. 12 ans, j'avais fait une grève de la faim. Et après, tu as fait la fin de la grève. Ouais, mais c'était à la fin. Et Ouais, j'ai fait une grève de la faim parce que je voulais un ordinateur programmable, enfin un ordinateur, une calculatrice programmable. C'était un Sharp PC1211. Il y avait une ligne et c'était en basique. Et ça coûtait 500 ou 600 francs à l'époque. Et donc j'avais 12 ans, hein, donc c'était beaucoup pour Noël, hein, c'était vraiment c'était cher. Et je voulais absolument ça, donc j'avais pas d'autre moyen que de faire une pression auprès de mes parents, qui finalement ont cédé. Et j'ai eu. après combien de mois de grève de la faim? Ouais, je sais pas, j'ai fait une fausse grève de la faim. J'ai dit que je faisais une grève de la faim, mais en fait en fourbe, j'achetais des gâteaux à l'école. Enfin, à l'épicier du coin. Bon, ça a duré deux jours, quoi, peut-être 3 jours. Et j'ai eu mon PC 12 ans, donc j'étais très content. Et là, j'ai découvert un magazine qui s'appelait Hebdogiciel. C'était un magazine extraordinaire parce qu'il fallait programmer, c'était des lignes de code en fait, c'est des magazines avec des lignes de code qu'il fallait taper. Donc on passait notre temps à taper avec des copains, les lignes de code, et ça marchait jamais. Donc, mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, ma deuxième machine, c'était un Auric 1. Un Auric 1, c'était un ordinateur fabriqué par des Anglais. Ouais. C'est le concurrent du Spectrum. Et là, je devais avoir 13 ans, 14 ans, quelque chose comme ça. Et là, je suis vraiment tombé dedans. Avec l'Auric 1, je suis vraiment tombé dedans. Et la passion a commencé comme ça. Comment t'es arrivé au journalisme en fait Au journalisme, à part le piratage. En fait, j'étais un super pirate sur Atari ST. J'avais 16-17 ans à l'époque. Et j'avais un ami qui était parti à l'armée et qui était pirate aussi et qui bossait pour un magazine qui s'appelait Micronews à l'époque. Et étant parti à l'armée, il m'a demandé de le remplacer. Donc je fournissais les jeux parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de filiales. Il y avait plein de sociétés aux États-Unis, plein de sociétés en Angleterre. Mais en France, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait Ubisoft, mais il n'y avait pas de service de presse. Donc les magazines, ils n'avaient pas de jeux. Ils n'avaient pas vraiment de jeux pour parler de jeux, de pouvoir. Enfin, ils n'avaient pas de matière première pour pouvoir parler de jeux. Donc le meilleur fournisseur, c'était le pirate. En l'occurrence, j'étais là, je me suis posé là. Et Tu te fournissais comment? Ah, c'était super compliqué. En fait, on avait. Donc moi, j'avais reprogrammé. À l'époque, j'avais reprogrammé. Putain, quand je pense à ça, mais c'est hallucinant. Complètement inconscient. À l'époque, j'avais reprogrammé Arkanoid. Et j'avais construit 50 ou 100 nouveaux niveaux d'Arkanoid. Et j'avais mis ça sur une disquette et j'avais donné ça à différents copains. Et puis la disquette, elle s'est propagée. Mais dans les disquettes, j'avais mis mon numéro de téléphone. Le pirate Voilà, ultra efficace, le mec qui veut pas se faire j'avais mis mon choper. numéro de téléphone. Donc il y a plein de gens qui m'ont appelé, etc. Et comme ça, je me suis fait plein de relations, forcément des relations de pirates. Donc, mais partout, en Angleterre, au Canada, en Allemagne, en Hollande, c'était terrible. Et donc je recevais plein de trucs, je redonnais plein de trucs, et ça a commencé comme ça. Et puis après, je me suis accoquiné avec, à Paris, il y a vraiment un coin à Paris qui s'appelle le quartier des Républiques, boulevard Voltaire, qui existe encore aujourd'hui. Et je m'étais accoquiné avec une boutique qui s'appelait Coconut. Et c'était super intéressant pour eux parce que moi j'avais les jeux avant que eux puissent les commander. Donc je leur donnais les jeux, eux ils me donnaient des jeux originaux que je pouvais vendre, comme ça me permettait d'acheter mes disquettes. Et eux, l'avantage, c'est qu'ils connaissaient le jeu en amont de la sortie, donc ils pouvaient dire oui ce jeu il est bien, ce jeu il n'est pas bien. Et en faisant ça, ils pouvaient aussi ajuster leurs commandes. Oui, j'en commande 10, j'en commande 50, j'en commande 100, ah ouais ça c'est vachement bien, etc. Donc du coup, moi j'étais content, j'avais des jeux neufs, ça me permettait d'assouvir ma soif de disquettes vierges, parce qu'il fallait des disquettes vierges. Et de l'autre côté, j'écrivais des articles pour le magazine Micronews, qui à l'époque voulait avoir un peu plus de nouveautés que les autres concurrents. Et un jour, Olivier Fontenelle donc, m'a demandé d'écrire un premier article, ce que j'ai fait, ça lui a plu, et j'ai commencé comme ça.
Ouais, c'est vraiment de fil en aiguille. Hein. Et joystick, après, c'est passé comment? Joystick, c'était sur Minitel, le sacré Minitel. Alors Minitel 3615, c'était super cher. Mais il y avait un service qui s'appelait Airtel, qui était en 3614. Et le 3614, je sais plus, ça devait être 5 centimes la minute, je sais pas, en francs en plus. C'était pas très cher. Et donc il y avait un forum. Qui s'appelait Airtel, où il y avait plein de passionnés de jeux vidéo qui donnaient rendez-vous. Et j'y étais forcément. Et là, il y a une personne, je ne me souviens plus de son pseudo, qui me dit qu'il était qu'il était le grand patron de Joystick. Mais Joystick quand il était hebdomadaire. Et parce qu'après, il est passé mensuel, c'est ça? Il est passé mensuel après, hebdomadaire. Et donc, Joystick hebdomadaire, c'était vraiment de la merde. Objectivement, c'était vraiment un magazine qui était pas bon. Donc il reste mythique, mais il était pas bon. Le type, il avait rien compris, il n'était pas passionné par le jeu vidéo. Lui, ce qu'il voulait faire, c'était juste du business. Ouais. Et il avait trouvé cette opportunité, le jeu vidéo. Et donc il avait besoin de personnes qui s'y connaissaient. Donc il m'a donné rendez-vous une fois. Je lui ai dit que c'était pourri, mais je lui ai expliqué pourquoi son magazine était pourri. Et il m'a fait confiance. Et donc je suis arrivé et j'ai réfléchi avec toute l'équipe qui était à l'époque au premier numéro de Joystick, celle avec la couverture de Michael Jackson là, qui était un magazine, forcément comme j'y ai participé, qui a été extraordinaire. Donc c'est comme ça qu'a commencé l'aventure de Joystick. Et puis après, Joystick, ça a très bien marché, parce que c'est devenu le leader de la presse en micro. Et puis après, à l'intérieur de Joystick, je crois à partir du numéro 6. Joypad aussi. Hein. Oui, mais à partir du numéro 6, on a fait à l'intérieur de Joystick, il y avait un espèce de magazine qui s'appelait Console News. Et c'est ce Console News qu'on a extrait pour créer Joypad. Ok. Voilà. C'est l'origine de Joypad est là. C'était quoi l'ambiance dans la rédac? Oh, c'était terrible. C'était terrible parce que on était tous, on partageait tous la même passion, on avait tous à peu près le même âge. On habitait quasiment tous chez nos parents, donc on n'avait pas besoin d'argent en plus, mais on était bien payés quand même. Et donc du coup, on y allait, on arrivait à 4h de l'après-midi, on restait jusqu'à 3h du matin, 5h du matin, on ne dormait pas. Alain Louis de la Cour est arrivé plus tard. À HL, qu'on avait reçu il y a 2 ans. Il comprenait pas, mais comme on était tous super soudés, lui il avait des horaires, il avait 45-50 ans déjà à l'époque. Il en a 70 maintenant. Il avait 45 ans à l'époque et donc il n'avait pas beaucoup de choix et il était devant une bande de jeunes qui étaient organisés, on était vraiment soudés, je le répète, et avec des horaires complètement abracadabrantesques. Pas mal, je l'ai bien dit. Franchement, pas mal. Et, sur le cul. Et donc du coup, Alain a rien dit. Du coup, il n'avait pas trop de choix en fait. Soit il nous rentrait dedans et il pouvait tuer le magazine parce qu'on pouvait en avoir marre, soit il acceptait nos horaires bizarres. Donc lui, il était vraiment, c'était pratiquement un fonctionnaire. Il va pas aimer que je dise ça, mais c'était un peu vrai. Et nous, on était complètement tarés. Et donc, son côté, là où il a été extrêmement intelligent, c'est qu'il a adoré notre côté taré. Mais il capitalisait dessus parce qu'il nous expliquait justement quand on l'avait reçu que vu qu'on ne pouvait pas faire des programmeurs, des stars, il avait plutôt parié sur le fait de faire des rédacteurs, des journalistes, des représentants de. Parce que lui venait du milieu de la musique. Exact. Non, mais c'est vrai, c'est lui dans Joypad. Alors je me souviens plus exactement si c'était le cas dans le Joystick au départ, mais dans le Joypad, effectivement, il y avait nos photos. Il y avait nos photos à côté de chaque avis. Il y avait nos photos. Ce qui fait que à cette époque-là, oui, on était apparentés à des demi-dieux. On parlait de Dieu tout à l'heure. Donc non, c'est vrai qu'on s'en rendait pas compte. Moi, à l'époque du tout. Hein. Nous, on faisait un truc qui nous plaisait et on se rendait pas compte de l'impact qu'on pouvait avoir sur les passionnés, sur les jeunes de cette époque. Mais franchement, c'était une période extraordinaire, vraiment, vraiment. Et donc Alain a eu cette intelligence de nous laisser faire et de superviser, de structurer, d'organiser, mais d'organiser le bordel que nous on avait installé. Et ça, c'était très intelligent de sa part. À l'intérieur de la rédac, vous étiez il y avait des caractères différents, des manières différentes d'écrire. Il y avait des fous, il y avait vraiment des fous. Il y avait de la concurrence un peu entre vous? Non, aucune. Aucune. Non, en tout cas, moi, je l'ai pas ressenti. Si on avait, moi, je l'ai pas ressenti. Non, on était vraiment. On avait vraiment tous envie d'aller dans le même sens. On faisait un truc qui nous passionnait. Il y avait une super ambiance. C'était vraiment le paradis, vraiment. Okay. Vraiment. Ça a duré combien de temps un peu? Moi, j'ai bossé 10 ans, je crois, là-bas. Okay. Voilà. 10 ans entre Joystick, Joypad.
Après, ces magazines-là ont été revendus au groupe Hachette. Et je suis resté rédac chef de Super Power, Megaforce, après Playmag. Voilà. Donc ça a duré 10 ans. Ouais. 10 ans, ouais. Donc tu as dû en voir passer. T'as des anecdotes un peu? T'as des trucs un peu croustillants? Chaque personne qui rentrait dans mon bureau. Ah, tu peux nous raconter des trucs pas. Ah ouais, non, mais chaque personne qui rentrait dans mon bureau, je lui coupais les cheveux. Ouais. J'avais. Ah oui, mais je suis en particulier. Hein. J'avais des petits sachets. Alors les sachets, j'avais des sachets plastiques qui venaient des screenshots, enfin des hectares, on appelait ça des hectares, en fait, c'est des diapositives, parce qu'il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de fichiers numériques. Donc on avait des diapositives qui nous étaient envoyées, en l'occurrence par notre correspondant japonais. Et c'était dans des petits sachets plastiques. Et objectivement, ça m'embêtait de jeter ces petits sachets plastiques et je ne savais pas quoi en faire. Donc du coup, je ne sais plus comment c'est venu, mais vraiment je ne sais pas. J'ai coupé la mèche de cheveux de quelqu'un, je l'ai collé au mur avec son nom et la date de cueillette. Et à la fin, j'avais 150 mèches de cheveux, même de japonais, machin, j'avais ses cheveux et tout ça. Le fétichiste, quoi. Ah non, mais taré. Mais du coup, ça faisait parler. Et c'était rigolo parce que, du coup, tout le monde parlait de ma collection de cheveux dans mon bureau. C'était tellement débile et tellement atypique, mais ça avait son charme. Et dans la profession, ah, t'étais dans le bureau de Jean-Marc. Ah ouais, il est bizarre ce mec-là. Ah, non, je coupe les cheveux, je suis pas bizarre. Tu coupais quelle partie quand le mec était chauve? Ah, il n'y avait pas, c'était pas la mode à l'époque. Ok. Il n'y avait pas. Tu m'auras pas. En tant que journaliste, justement, tu t'es fait un peu draguer par les éditeurs Bah, vous aviez on s'en rendait pas compte en fait. Objectivement, on avait 20 ans, 22 ans, 23 ans, un peu plus. Enfin, forcément, on s'en rendait plus compte après. Mais quand on a cet âge-là, quand on est passionné, ce qui nous intéressait, nous, c'était le jeu vidéo. Et essayer de faire le magazine le mieux possible. Et on ne se rendait pas compte, c'était naturel, enfin tout était naturel, on recevait les jeux avant tout le monde, c'était normal. Il y avait des attachés de presse qui venaient nous voir, nous présenter, nous inviter au restaurant, c'était normal, on ne se posait pas de questions. Avec le recul, c'est ridicule, mais on ne se posait pas de questions. On donnait une mallette avec de l'argent, c'était normal. Voilà, hein, c'était normal, des vacances à Tahiti, c'était normal. Non, ça c'est pas vrai. Non, je me doute. Mais oui, c'était normal, donc on se faisait certes draguer, et j'en ai épousé une d'ailleurs, donc ça a marché. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit. Ouais. Ah ouais. Donc, Océan, c'est ça? J'ai poussé l'attaché de presse d'Océan, mais je suis toujours marié depuis 20 ans, donc c'était vrai. Donc tu t'es bien fait draguer. Donc c'était vrai, donc ça a bien marché, et elle continue à bien faire son boulot. Ok. Mais là, elle a plus beaucoup d'intérêt à le faire. Au niveau de la notation, tout ça, vous aviez les mains libres? On était complètement libre, sauf une fois. Sauf une fois, c'est pour chaque fou. Chaque fou, c'était un jeu qui, je l'ai appris plus tard, hein. Enfin, je l'ai vécu, mais j'ai appris la raison plus tard. Chaque fou, c'était un jeu qui a été créé par Delphine Software, qui a été édité par Océan. On y revient, mais ça n'a rien à voir. Ouais. Et c'était la première fois qu'une société française dans le jeu vidéo achetait, entre guillemets, une licence aussi incroyable que Shaquille O'Neal. La méga star en NBA, du basket mondial. C'est 95, c'est ça, un truc comme ça, 94, 95. Dans cette zone-là, ouais, dans cette zone-là. Et une campagne de publicité de folie, enfin, il fallait que ça marche. Et là, c'est la première fois et la seule fois de toute ma vie où mon patron est descendu pour me dire tu mets une bonne note à ce jeu-là. J'ai pas eu le choix. C'est la seule fois. Et qu'est-ce que t'en avais vraiment pensé? Bah, c'était pas terrible. Et j'en ai rediscuté, avec Paul Cuisset récemment, il y a un an. On était dans le même train, on en a discuté ensemble. Et donc voilà, et c'est lui qui m'a expliqué tous les enjeux qui étaient extrêmement importants pour Delphine et pour Océan. Et c'est pour ça qu'on a eu une pression comme ça. Et comme il y avait je ne sais pas combien de milliers de francs à l'époque investis en campagne publicitaire dans les magazines, et qu'on avait besoin de la publicité. Bah, c'était la source de revenus principale. Voilà. Ouais, c'était le bénéfice en fait. Parce que les ventes en kiosque, globalement les ventes en kiosque payaient la fabrication et les salaires. Ouais. Et la marge venait de la publicité. Ouais. Donc d'où le moyen de pression éventuel. Voilà, exactement. Mais c'est le seul cas que je connais. Seul. Et chez Megaforce, comment c'était? Alors c'est Megaforce, il faudrait en parler avec Alain. On en avait parlé avec Alain justement. Avec Alain, alors Alain, il a fait Megaforce avec Sega, c'est l'organe officiel. Moi quand je suis arrivé, quand Alain est parti, c'était juste à la limite. Je suis resté 1 mois ou 2 mois où c'était l'organe officiel, et puis après, le partenariat avec Sega s'est arrêté. D'accord. Donc du coup, après, j'étais beaucoup plus libre. Mais au départ, il ne fallait pas parler de jeux d'import, parce que c'était l'organe officiel Sega.
Sega nous rachetait les invendus. Ça, c'était un super deal. C'est-à-dire qu'on produisait, je sais plus, 120 ou 130 000 ou 140 000 exemplaires. Si on en vendait 80 000, bah, Sega nous rachetait les 60 000. Du coup, ils le prenaient un peu pour un support de publicité, quoi. Bah, c'était ça. Ouais. Pour Sega, un magazine officiel, c'est un support de publicité, il ne faut pas se leurrer. Ouais. Il n'y a rien d'autre, c'est que ça. Les rapports avec eux, c'était tendu des fois? Non, ça s'est bien passé. Des fois, on était énervés parce que on était le seul magazine dédié Sega, mais on était plus officiel. On était le seul magazine dédié Sega et on était un peu énervés parce qu'on était traités comme les autres. Mais finalement, c'est une bonne guerre, c'était normal. C'est normal qu'on soit énervé. Et c'est normal qu'on ait été trié. On a été traités de la même manière, c'est logique. Ok. Ouais. Je ne vais pas développer trop sur la presse parce qu'après, à 16h, Nico et Jean-Marc feront une intervention justement sur les années presse jeux vidéo fin 80. J'ai plein de trucs à dire, hein, parce que Console Plus, c'était vraiment pourri. Puis justement, j'ai. C'est vraiment de la merde. Quand j'ai imaginé donc votre intervention. C'était excellent, c'est vraiment exécrable hein, comme magazine. Mais on en reparlera. Mais c'est pour ça. J'ai 2-3 mots à dire à Nico à ce sujet. Envie de tisser? Non, pas du tout. Ok. Et après alors, comment? Qu'est-ce que tu as fait après? Après la. On est en quelle année là? On doit être au tout début des années 2000, enfin vers 2000. J'avais créé au sein de Cyberpresse qui éditait le magazine Playmag, j'avais créé toute une partie qui s'occupait des guides stratégiques. On développait les guides stratégiques, soit nous-mêmes, soit en licence avec Prima. Et puis, objectivement, à cette époque-là, Cyberpresse décide d'aller en bourse. Et je vois qu'il y a une personne qui n'a jamais, qui bossait avec moi, mais pas dans ma partie, qui était nommé chef de ce pôle-là, donc je suis parti. D'accord. Voilà, je suis parti et j'ai récupéré pour moi les licences Prima que j'avais négociées avec la société américaine. Ok. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Et aujourd'hui, ton actualité? Et aujourd'hui, j'ai créé une boîte il y a 2 ans et demi avec l'ancien directeur commercial de Square Enix qui s'appelle Geeksline. Et on reparle des belles années, des années qui ont fait ma vie, quoi. Okay. Des années qui m'ont branché, qui m'ont enthousiasmé. Tu nous en parleras un peu plus, je pense, demain, puisque c'est ce qui est prévu avec Mathieu. Ouais. Si ça vous intéresse, donc sur le stand de Jean-Marc, il y a justement les bouquins Geeksline. Vous pouvez aller y jeter un coup d'œil et puis lui faire une petite bise, hein, il est très gentil, il est très doux. Et c'est pas vrai, c'est fou toi quoi. Plus jamais tu me parles comme ça. Donc voilà, je te remercie et puis de rien, c'est un plaisir. Je vous remercie aussi à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Dans un quart d'heure, 20 minutes, il y a Vadou qui va monter avec Mathieu pour parler d'un magazine, une association. C'est pas un truc à but lucratif, hein, c'est un magazine qui a été monté au départ avec 15 € et qui maintenant est en son 8e numéro et bientôt le 9e. Et qui est distribué uniquement sur le net et voilà, qui s'appelle Retro Playing Mag. Donc je vous invite après, si ça vous intéresse, de voir. J'en ai apporté quelques exemplaires pour les faire passer. Donc n'hésitez pas. Il y aura Vadou qui participe dessus, Mathieu donc, et moi-même. Voilà, merci.